Sans récupération, il n'y a pas de progrès. La récupération est un sujet central de la progression en cyclisme. Vous avez beau être sérieux sur vos entraînements, enchaîner les séances de qualité. Si votre récupération est mal réglée, si vous récupérez mal, vous passez à côté de votre progression et ça peut aussi expliquer votre stagnation si vous ne constatez pas de progrès. Bienvenue sur le guide complet de la récupération à partir de la littérature scientifique et du fonctionnement du corps humain. Je vais vous expliquer comment améliorer votre récupération, comment améliorer vos journées de récupération, comment améliorer l'ensemble des éléments qui entourent vos entraînements pour en tirer le plus de bénéfices. C'est un sujet vraiment central. Donc cette vidéo est sous la forme d'un podcast. Vous pouvez faire autre chose en l'écoutant. Il est également disponible sur Spotify si vous préférez, mais vous pouvez également rester devant la vidéo YouTube. De temps en temps, je vous afficherai des schémas et c'est également l'occasion de prendre des notes. Donc écoutez, sans plus de blabla, on est parti dans ce guide. Soyez attentifs et c'est parti. Pour commencer, un entraînement dure entre 1 heure, 4, 5 heures tout au plus. Donc au final, ce n'est pas une grosse durée comparée à la durée d'une journée qui est de 24 heures. Donc si vous vous entraînez 4 heures, il reste 20 heures. Et ces 20 heures, elles ne doivent pas être négligées. Il est important de les prendre au sérieux. Donc dans cette vidéo, on va voir comment utiliser les 20 heures restantes pour tirer le plus d'effet de votre entraînement. En effet, la réponse à l'entraînement n'est pas garantie. Comme je l'ai dit, vous avez beau être sérieux, vous avez beau faire des bonnes séances, des séances de qualité, bien planifier votre entraînement, faire tout bien, avoir le bon matériel. Mais si vos 20 heures derrière sont bâclées, ça peut réduire vos efforts à néant et c'est le cas. Il y a beaucoup d'athlètes qui s'entraînent beaucoup, mais qui stagnent complètement et je pense que c'est en grande partie dû à un problème de récupération. Mais quand on parle de récupération, il y a un deuxième sujet parallèle, mais qui est en réalité central, c'est le stress et la gestion du stress. Parce que si vous récupérez mal actuellement et si vous ne voyez pas le bénéfice de vos entraînements, c'est probablement dû à une mauvaise gestion de votre stress. Parce qu'en effet, quand on a une vie chargée à côté du vélo, comme la plupart des cyclistes amateurs, que vous avez un travail, une vie de famille, cela occasionne du stress et vous pouvez rapidement vous retrouver surmené. Si vous êtes un cycliste amateur, vous avez d'autres éléments dans votre vie, vous avez un travail, une vie de famille, donc tout ça, ça va venir causer du stress. Et mis conjointement avec le stress de l'entraînement, cela peut facilement mener au surmenage et au surentraînement. Donc, je vais commencer ce guide par vous expliquer en détail ce qu'est le stress pour comprendre les pratiques de récupération que je vais vous proposer par la suite. Avant de vous expliquer le stress en détail, on va repartir du fonctionnement du système nerveux et plus particulièrement du système nerveux autonome. On va utiliser l'abréviation SNA dans la suite du guide pour faciliter la compréhension. Le système nerveux autonome, c'est un système qui, comme son nom l'indique, est automatique, fonctionne naturellement, s'autocalibre pour réguler notre organisme et l'aider à faire face aux situations du quotidien. Le système nerveux autonome, SNA, est composé de 2 branches, du système nerveux parasympathique et du système nerveux sympathique. Le système nerveux sympathique, il va venir s'activer pour nous aider à résister à une situation stressante, comme à un entraînement, comme à un effort physique, et il va venir nous aider à combattre cette situation. Donc par exemple dans le contexte de l'entraînement physique, du cyclisme, des efforts intenses, des efforts d'endurance, on va utiliser le système nerveux sympathique qui va être activé à partir d'une hormone qui est le cortisol, qui est l'hormone du stress. Donc le cortisol, dans cette situation, il va vraiment jouer un rôle bénéfique. Il va augmenter votre fréquence cardiaque pour permettre d'envoyer suffisamment d'oxygène aux muscles. Il va ainsi améliorer l'apport en oxygène aux muscles. Il va libérer les réserves énergétiques pour permettre la contraction musculaire. Et il va assurer un approvisionnement immédiat en énergie pour l'effort physique. Donc le cortisol et la branche sympathique sont essentiels pour être performants. L'autre branche, c'est le système nerveux parasympathique. À l'opposé, ce système nerveux, il est fait pour récupérer. C'est le mode de repos et de digestion, si vous voulez. Donc celui-ci, il est censé s'activer en dehors des entraînements pour nous permettre de digérer, donc pour permettre à notre corps de s'adapter, de se reconstruire et nous permettre de dormir et d'améliorer toutes nos fonctions de récupération. Donc notre corps, il est constamment balancé entre ce mode sympathique pour faire face au stress et le mode parasympathique pour récupérer. Et c'est l'équilibre des deux qui permet un bon fonctionnement du SNA. Il est important de bien comprendre ça parce qu'on verra qu'une bonne récupération
passe par une maîtrise de ces deux systèmes nerveux, de ces deux systèmes du SNP et du SNS, parce que trouver le bon équilibre entre les deux est ce qui vous fera progresser en garantissant une bonne récupération et en garantissant votre réponse positive à l'entraînement. J'espère que c'est clair jusqu'à maintenant. J'ai nommé la molécule le cortisol, donc c'est l'hormone du stress, et cette hormone a un rôle significatif dans justement l'activation du système nerveux sympathique. Donc lorsqu'il y a du cortisol, le système nerveux sympathique s'active et le système parasympathique, donc le mode de repos, quant à lui, se supprime. Donc on comprend que le cortisol est important. Le cortisol, vous en produisez donc à l'entraînement, sur le vélo, pendant vos courses, mais il faut savoir que c'est l'hormone du stress. Donc vous en produisez en réalité dans tout votre quotidien. Et au plus votre environnement est stressant, au plus vous allez produire du cortisol. Donc si vous avez un métier stressant, si vous avez beaucoup de responsabilités, voilà, peu importe, je vous laisse trouver des exemples personnels, vous avez forcément des éléments stressants. On va voir par la suite qu'il est possible de manager le stress, de le gérer pour le limiter, mais quoi qu'il arrive, vous allez produire du cortisol. Sauf que si vous produisez du cortisol, vous allez constamment activer le système sympathique et vous ne pourrez pas activer le mode de repos et de digestion qui est le mode parasympathique. Donc, on comprend que le cortisol est certes positif sur des courtes périodes, mais s'il devient chronique, si la production est continue, ça cause des problèmes. Et ça peut mener au surmenage, au surentraînement et à la non-progression. Vous avez sûrement déjà entendu parler du terme de surentraînement. Donc maintenant, je vais vous présenter les 3 niveaux de surmenage auxquels vous pouvez faire face pour les éviter à tout prix tout simplement. Et ces 3 niveaux sont induits par une surproduction de cortisol. Donc le premier niveau justement c'est une surproduction de cortisol. Donc vous avez sûrement, je vous dévoile ici les causes, ça peut être une intensité d'entraînement qui est excessive, vos entraînements sont trop durs, donc ça va causer beaucoup de cortisol. Vous avez un train de vie stressant, comme je l'ai dit, dans la vie professionnelle, perso, peu importe. Et donc, vous avez des niveaux de cortisol qui sont constamment élevés pendant des périodes prolongées. Vous n'avez aucun arrêt. Vous allez sur l'entraînement, bim, pic de cortisol. Vous allez ensuite au travail, bim, le cortisol continue. Donc, un taux de cortisol qui est continu. Et ça va s'accompagner forcément de symptômes avec des troubles du sommeil, parce que le système de récupération ne va pas s'activer. Une anxiété au général, ça va réduire votre qualité de vie. Et si cette production de cortisol continue, ne dure pas trop longtemps, si ça reste un phénomène aigu qui dure quelques heures, quelques jours, ce n'est pas très grave. C'est-à-dire que derrière, votre système parasympathique va s'activer et vous pourrez vite rééquilibrer la situation si vous êtes au niveau 1. Mais si ça continue, si vous n'arrivez jamais à décrocher, que le stress continue, vous allez passer au niveau 2. Le niveau 2 est plus grave, donc c'est la résistance au cortisol. Donc, ça va devenir vraiment difficile pour votre organisme de basculer sur le système parasympathique. Donc, ça va être quasiment impossible à votre organisme d'activer les fonctions de récupération. Et ça va être impossible de répondre correctement à l'entraînement. Et les hormones du stress sont trop abondantes. Le problème, c'est que s'il y a une surproduction de cortisol, vous n'en tirerez même plus les effets bénéfiques à l'entraînement. C'est-à-dire que vu que vous développez une résistance, le cortisol n'aura même plus d'effet. Donc vous aurez même plus d'effet positif sur la performance et au contraire vous allez prendre que le négatif. Donc là c'est terrible. Sur vos séances vous vous sentirez sans énergie et en dehors encore moins vu que vous allez crouler sous la fatigue. Donc là encore une fois, avec une récupération appropriée, on peut rapidement se sortir de ce deuxième stade de surmenage. Mais le troisième est plus inconvénient. C'est vraiment le syndrome de surentraînement ou fatigue chronique, donc une production chronique de cortisol en continu. Et cette étape, elle est dommageable, c'est-à-dire qu'elle peut causer des dommages pendant longtemps qui sont certes réversibles en se laissant le temps. On peut voir des coureurs professionnels qui ont été atteints de surentraînement et ils ont mis des années à s'en remettre, voire jamais. Donc pour vous expliquer le phénomène de surentraînement de manière plus scientifique, c'est une demande trop importante des glandes surrénales, donc c'est les glandes qui produisent le cortisol, et ça peut produire des dommages sur ces glandes-là. Donc là, vous aurez une régulation du cortisol qui sera catastrophique par la suite. Donc ça va conduire à une incapacité à répondre aux facteurs de stress, donc le cortisol n'aura plus d'effet positif, et ça va se traduire par une léthargie extrême. Voilà, vous serez fatigué, vous aurez une baisse de motivation, une baisse de morale. Ça peut même conduire à des symptômes de dépression et
incapacité totale de s'entraîner. Voilà, il y a des cyclistes, ils ont arrêté leur carrière, ils avaient peu de motivation, mais c'est pas tombé du ciel, ça venait vraiment d'une dérégulation des glandes surrénales et de la gestion du cortisol dû à un stress trop important. Donc, je vous rassure, il faut vraiment beaucoup de stress pour tomber dans le niveau 3, mais comme je l'ai dit, avec une vie chargée, la bascule peut rapidement opérer. Donc la plupart des cyclistes, en réalité, la plupart des sportifs et des personnes en général, vont se situer dans les catégories 1 et 2. Donc la catégorie de surproduction de cortisol et la résistance au cortisol. Ou plutôt pour le premier stade, c'est la suractivation du système sympathique, du système du SNS. Ok, donc j'espère que c'est bien clair pour vous ces 3 étapes. Donc voilà, vous avez compris les 3 étapes, vous avez compris la distinction entre le système nerveux sympathique, le système nerveux parasympathique et le cortisol qui va venir activer et désactiver ces 2 systèmes. Et donc, pour définir une bonne récupération, je vais ici tout simplifier. Ça consiste à faire passer le système nerveux sympathique au système nerveux parasympathique. Une bonne récupération, c'est venir activer le bon système au bon moment. Pour que durant vos séances, vous soyez activé, que votre corps réponde parfaitement à la demande et que pendant vos phases hors entraînement, votre corps passe sur le mode récupération pour tirer les bénéfices de l'entraînement. Donc une bonne récupération, c'est une bonne balance entre ces 2 systèmes nerveux. Donc là, par la suite de cette présentation, on va chercher à réduire le stress dans votre quotidien. On va chercher à maximiser la balance entre les 2 systèmes nerveux pour optimiser votre récupération. La récupération, petit aparté, elle est également psychologique. C'est-à-dire que pendant l'entraînement, on va chercher à être précis, à bien faire les choses, à bien s'entraîner. C'est pour ça que vous suivez la chaîne, que vous suivez le podcast. Mais pendant la récupération, il y a plusieurs possibilités et il y a des activités à faire pour réduire votre stress qui sont personnelles, qui sont propices à vous. Il ne faut pas justement se stresser à respecter un protocole parfait. Au contraire, il faudra trouver la recette qui vous correspond, les éléments qui permettent de réduire le stress, et ça c'est propre à chacun. Et l'idée c'est également de trouver une tranquillité psychologique pour améliorer votre bien-être et ça se ressentira forcément sur le vélo. Une donnée intéressante, c'est le HRV, donc la variabilité de la fréquence cardiaque. Moi, je la suis à partir de mon bracelet Whoop. Vous n'avez pas du tout, vous n'êtes pas obligé de la suivre. Au final, ça révèle beaucoup du bon sens. Je l'ai pris vraiment pour tester, voir si je m'en servais. Mais le HRV, c'est un excellent indicateur pour voir l'état de notre système nerveux autonome, pour voir la balance entre le système nerveux parasympathique et sympathique. Pour faire simple, ça mesure la variabilité entre chaque fréquence, entre chaque battement de cœur. Au plus la variabilité est haute, au plus le système nerveux autonome fonctionne. Il y a une excellente régulation entre les 2 systèmes, SNS, SNP. Et si le HRV est bas, et bien que la fréquence est faible, et bien dans ce cas-là, on voit que le système nerveux autonome est impacté. Donc en suivant son HRV au quotidien, on peut rapidement détecter un état de fatigue. Sans suivre cela, on peut le voir avec la fréquence cardiaque. Par exemple, si au repos, votre fréquence cardiaque est trop élevée par rapport à la normale, vous savez que votre système nerveux est déréglé, que vous êtes fatigué. Et pareil, lorsque vous êtes sur le vélo, si votre fréquence cardiaque à basse intensité est trop haute et qu'elle est trop basse à haute intensité, là aussi vous savez qu'il y a quelque chose d'anormal. En bref, quand la fréquence cardiaque est loin de ses valeurs habituelles, vous savez qu'il y a un problème au système nerveux et que vous êtes fatigué. Mais j'ai jeté un œil à une étude qui observait l'évolution du HRV, donc de la variabilité de la fréquence cardiaque au sein d'une journée en fonction des habitudes. Donc, par exemple, après une session de travail devant le bureau, donc il y a une forme de stress, le HRV va venir baisser, cette activité va créer de la fatigue et derrière ils ont testé différentes habitudes pour voir comment le HRV évoluait. Et après cette période de travail au bureau, ils ont proposé à la personne de faire du yoga. Donc voilà, je connais pas exactement le yoga, mais c'est beaucoup d'exercices qui mobilisent l'ensemble du corps, l'ensemble des tissus, la respiration également. On voit que le yoga a le pouvoir de rééquilibrer le stress et de faire remonter le HRV. Derrière, il y a une nouvelle session de travail, le HRV va rebaisser. Je vais essayer de vous afficher le schéma à l'écran. Si vous êtes sur YouTube, vous pouvez aller voir. Et le HRV rebaisse, la fatigue réaugmente dès qu'il y a une session de travail. Et après, ils ont testé le fait de faire une simple marche avant d'aller manger à midi. Et le HRV remonte, la récupération augmente. Après, on peut voir une réunion stressante, mais ça va faire chuter le HRV. Derrière, des exercices de respiration, ça va faire augmenter le HRV. Donc déjà, je vous ai donné 3 habitudes qui ont un impact avec le yoga,
la marche tout simplement et les exercices de récupération, les exercices de respiration, excusez-moi. Donc quand le niveau de HRV est haut, ça indique un état de relaxation, ça indique que votre corps fonctionne parfaitement, que tout va bien, et au contraire un bas niveau de HRV indique qu'il y a du stress et de la fatigue. Donc là je vais vous donner quelques éléments qui permettent de soit augmenter le HRV pour améliorer la récupération, et également les activités qui le baissent pour maximiser les activités qui le montent et minimiser les activités qui le baissent. Donc les éléments négatifs pour le HRV, la récupération, c'est un sommeil de basse qualité. Forcément, si vous dormez mal, ça va faire chuter votre HRV, vous allez dérégler votre système nerveux. Des périodes de travail trop prolongées, assis sur le bureau, là aussi c'est négatif. On va voir qu'il faut chercher à entrecouper ces périodes de travail avec d'autres activités. Les conflits, le bruit de manière générale, si vous vivez dans une grande ville, voilà, le bruit des voitures, le bruit des gens, etc. Là aussi, ça fait baisser le HRV. De la mauvaise nourriture, ça fait baisser le HRV. De la nourriture en excès également. Passer trop de temps devant les réseaux sociaux, devant la télé, avec tout le stress que ça occasionne, ça a un impact négatif sur le HRV. Et des entraînements trop intenses, mal calibrés, ça a aussi un impact négatif sur le HRV. Donc en voyant ce qui est négatif, on peut facilement comprendre que faire l'opposé sera positif. Donc par exemple, pour booster votre HRV et votre récupération, des activités comme le yoga, la méditation, les exercices de respiration sont excellents. Les petites marches, aller marcher, dérouler les jambes. Je rajouterais même faire du vélo en zone 1, vraiment à basse intensité. C'est très intéressant, sans forcer, simplement faire circuler du sang dans les muscles. Passer du temps dans la nature, dans des endroits calmes, donc l'opposé du bruit, allez dans la nature. Si vous êtes en ville, allez dans la nature. Bon, c'est également l'un des bienfaits du vélo. Je ne sais pas si vous faites du VTT par exemple, c'est assez excellent. Manger de la nourriture de qualité, juste ce qu'il faut, pas en excès, écouter de la musique relaxante et faire des mouvements simples. Donc ça rejoint la marche, le yoga, etc. Des mouvements qui ne sont pas forcés, progressifs, etc. Donc là, je vous ai donné plein d'éléments à la volée. Donc maintenant, on va découper tout ça et je vais vous donner exactement 4 étapes, il me semble. Ouais, je vais vous donner désormais 5 étapes, 5 éléments cruciaux à avoir dans votre récupération. Et ensuite, je vous donnerai une journée idéale de récupération. Si vous avez une journée comme ça dans votre plan, je vais vous expliquer quoi faire exactement. Ok, on est parti pour les 5 étapes. La première, c'est maîtrise ton sommeil et surtout du sommeil en quantité et en qualité de manière ininterrompue. Donc, idéalement, dans le meilleur des mondes, il faudrait passer environ 9 heures de temps dans le lit pour obtenir 8 heures de sommeil de qualité. C'est vraiment l'idéal pour augmenter votre HRV, améliorer votre récupération. Le sommeil reste génétique, on n'a pas tous les mêmes besoins. Mais honnêtement, quand je vois tous ceux qui font beaucoup de sport, beaucoup d'entraînement, le besoin en sommeil augmente fortement et fortement également. Et au contraire, si vous dormez moins de 7 heures, donc si vous passez déjà moins de 7 heures dans votre lit, vous devez dormir que 5h30 tout au plus, et là c'est beaucoup trop bas, ça va faire baisser votre HRV et vous n'allez pas récupérer. Donc, il faut vraiment prendre votre sommeil au sérieux. Donc, essayez de vous fixer 1 heure de coucher, 1 heure de lever. Et essayez d'optimiser les habitudes qui vont autour pour favoriser l'endormissement. Donc, on le sait aujourd'hui, limiter les lumières bleues, donc les écrans, tous les lumières artificielles avant de s'endormir, c'est idéal. Dormir dans une pièce vraiment sombre, avec le moins de lumière possible. Les humains, on est fait pour dormir dans le noir. On ne peut pas dormir en journée. Donc, il faut, si vous avez par exemple des diodes lumineuses dans votre chambre, un petit trou de lumière, essayez de mettre du scotch dessus, un ruban adhésif pour cacher ça. Essayez aussi d'espacer le dernier repas de l'heure de sommeil. On dit qu'il faut 3 heures de digestion avant pour favoriser l'endormissement. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter de plus? En réalité, il y a beaucoup d'habitudes et elles sont propres à chacun. C'est à vous de trouver la bonne formule. Être dans une pièce pas trop chaude également. Bon, j'ai plus en tête la température idéale, mais il me semble que c'est aux alentours de 19 degrés, donc une température assez fraîche tout de même pour favoriser l'endormissement et la qualité du sommeil. Bien sûr, essayez de limiter le stress avant de vous endormir. Pourquoi pas faire des exercices de respiration, un peu de yoga, un peu d'étirement, diminuer le stress et ça va derrière favoriser l'endormissement. Aussi, si vous vous entraînez beaucoup, vous serez naturellement fatigué, cela va aussi favoriser l'endormissement. Donc voilà, je regarde sur mon ordinateur si je me suis noté des petites habitudes.
Voilà, une petite habitude. Après, c'est propre à chacun. Moi, je sais que j'aime bien couper les lumières bleues, lire un livre papier directement. Ça m'aide vraiment à m'endormir. Et essayer de lire des choses compliquées, ça va forcément vous endormir. Je sais pas, rappelez-vous quand vous étiez en cours. Bon, pour certains, c'est proche, pour d'autres, c'est beaucoup plus éloigné. Mais essayez de lire des matières complexes qui vous font vous endormir et vous ferez vos meilleurs rêves derrière. Donc voilà pour le sommeil, on va pas réinventer la roue, c'est forcément l'un des gros pieds de la récupération, donc vous devez en prendre soin. Avant de passer sur la deuxième habitude, je vous fais une petite aparté, je vous invite à vous abonner à la newsletter La Science du Cyclisme. Chaque week-end, je vous envoie un article, donc ça touche un peu à tout. Je vous donne des conseils d'entraînement exclusifs. Je peux réagir à une actualité au niveau du cyclisme, à une nouvelle habitude d'entraînement, une nouvelle méthode. Voilà, je vous tiens vraiment à la page et je vous tiens aussi à jour des actualités de la science du cyclisme de manière globale. Mais je vous apporte beaucoup de valeurs que vous pouvez directement implémenter dans vos entraînements. Donc pour cela, je t'invite à cliquer sur le lien pour rejoindre la newsletter dans la description. C'est 100% gratuit, bien évidemment, et tu peux te désabonner à tout moment. Ok. On passe à la deuxième habitude, c'est dans ta journée quotidienne, dans tes journées de travail, c'est de placer des pauses pour réaliser des mouvements et découper votre journée comme ça. On a vu que passer trop de temps assis devant un bureau ou faire trop de tâches stressantes, mais ça faisait baisser le HRV, ça limitait la fatigue en augmentant le stress. Donc c'est important de découper vos journées et d'avoir des petites pauses. Mais pendant ces petites pauses, il ne faudra pas aller sur votre téléphone pour scroller, pour regarder quelque chose de stressant, regarder des nouvelles ou discuter de sujets stressants encore une fois. L'idée, ça sera de faire des activités comme de la marche. Si vous avez la possibilité de faire ça chez vous, dans votre entreprise ou autre, allez faire une petite marche, 5-10 minutes si c'est possible pour vous. Pourquoi pas faire des exercices de récupération? Je vous renvoie vers la méthode de Wim Hof. Donc c'est une méthode de respiration avec de l'hyperventilation qui détend beaucoup. Il y a aussi des méthodes de respiration on appelle ça la cohérence cardiaque. Il y a des vidéos sur YouTube en direct, vous pouvez taper cohérence cardiaque. On va vous demander d'inspirer pendant 6 secondes, de maintenir votre respiration pendant 4 secondes. Bon, c'est des unités arbitraires, vous pouvez choisir celle qui vous convient le mieux, et de souffler pendant quelques secondes également. Donc ça va venir ralentir la fréquence cardiaque, ça va faire baisser le cortisol et ça va faire remonter le HRV. Donc de la marche, des exercices de récupération. Si vous pouvez faire un peu de yoga, des exercices avec des mouvements simples, etc., c'est également excellent. Donc, si vous avez un travail qui vous fait rester assis, je vous invite à vous lever, à apporter du mouvement, à apporter des exercices de respiration et vous vous sentirez beaucoup mieux. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter à ce niveau-là? Voilà. Et également, si vous avez la chance de travailler à la campagne directement, vous pouvez aller faire une petite marche dans la nature, c'est encore mieux et c'est beaucoup mieux que d'aller marcher en ville. Le troisième élément, c'est une nutrition de qualité. Forcément, tout ce qu'on mange aura un impact sur notre récupération, sur notre bien-être. Donc l'idée ici, c'est d'éviter les mauvais aliments et de favoriser les bons. Donc je vais ici vous donner des recommandations un peu plus générales. On va éviter certains aliments qui vont faire baisser votre HRV et limiter votre récupération. Donc on a ici les gras, la graisse, mais attention à ne pas faire d'amalgame, c'est pas tout type de gras, c'est les graisses saturées. Ce sont les graisses saturées qu'on va éviter. Ce sont vraiment les graisses de mauvaise qualité. Donc je vous laisse regarder ce que vous consommez actuellement, de regarder la quantité de graisse saturée. Il faut l'éviter à tout prix. On va aussi éviter les aliments avec un important indice glycémique. Donc c'est des aliments très riches en sucre rapide. Ces aliments peuvent être très bons sur le vélo parce que notre organisme va directement les utiliser à travers l'effort. On va prendre ce glucose, le faire passer en circulation et ça nous sera directement utile. Mais en dehors, c'est une mauvaise idée parce que c'est tout simplement néfaste pour notre organisme. Donc je pense par exemple tous les gâteaux avec des sucres ajoutés. C'est vraiment les aliments transformés ici qu'on va chercher à éviter avec les sucres externes, les sucres exogènes, excusez-moi. Donc on évite les aliments transformés de manière générale avec des graisses saturées et du sucre en excès, avec un indice de glycémie important. Donc évitez les aliments avec un indice de glycémie important et surtout limiter la grosse quantité de sucre. Et aussi limiter l'apport en alcool. L'alcool, je ne vais pas vous faire un dessin, c'est tout simplement catastrophique. C'est catastrophique sur les performances
sur la santé de manière générale. Donc si vous êtes sérieux avec vos performances, avec votre santé, avec votre progression, vous pouvez boire bien sûr un peu pour le plaisir. Ça peut faire partie du bien-être mental si c'est à l'occasion d'une soirée avec des amis, d'une fête, etc. Mais il faut limiter l'excès de consommation d'alcool. Bien évidemment, on me sort toujours des contre-exemples avec des coureurs qui sont capables d'être très performants malgré des consommations excessives d'alcool certaines fois. Il y a certains sportifs qui sont connus pour ça, mais la réalité c'est que sans alcool, ils pourraient aller bien plus loin et être bien meilleurs. Donc c'est pas du tout des bons exemples et c'est des exemples qui ne sont pas du tout valables parce que il ne faut pas confondre succès et succès partiel. Donc ces personnes ont peut-être du succès, mais c'est peut-être un succès qui est partiel. Ils pourraient aller bien plus loin s'il n'y avait pas d'alcool dans leur vie. Mais bien sûr, là je vous ai parlé des éléments qui vont faire baisser votre HRV, mais rassurez-vous, il y a également des aliments qui vont le faire remonter. Et c'est justement ces aliments qu'on va venir favoriser. Donc on va retrouver ici les fruits, les légumes, de qualité bien évidemment si possible, sans pesticides, le poisson, si possible les poissons gras, donc comme le saumon, qui sont riches en oméga 3. Bon, je sais que le saumon c'est très controversé avec les élevages, les antibiotiques qu'on peut retrouver dedans. Après, je suis pas un expert en nutrition. À vous de faire vos courses, à choisir les aliments qui vous conviennent le mieux. Ça dépend également de votre budget. Mais moi, je sais que le saumon, j'adore ça personnellement, donc c'est également bien pour mon bien-être mental, je pense. Manger des graisses de qualité, donc comme l'avocat et l'huile d'olive, c'est excellent pour la santé. L'huile d'olive, c'est vraiment excellent. Ça rallonge littéralement votre durée de vie. Et après, je me suis noté des yaourts avec des probiotiques. Donc là, je suis pas un expert en nutrition, je sais pas exactement ce que c'est. Je vous laisse faire vos recherches, mais je l'ai mis dans la liste. J'ai vu que c'était très intéressant. Et il y a un paquet de graines aussi qui sont intéressantes. Là aussi, je suis pas un expert en nutrition, mais on comprend assez bien. On distingue assez bien, je trouve, les aliments néfastes et positifs pour la récupération. Moi, la règle que je m'impose, c'est d'avoir les aliments les moins transformés possibles. Forcément, aller au plus naturel, aller à la source, c'est ce qui amène la meilleure santé et la meilleure récupération. Donc en fait, voyez votre nutrition sous le prisme de la santé, essayez d'optimiser votre santé et forcément, ça aura des impacts positifs sur votre récupération pour améliorer vos performances. Enfin, le dernier élément à considérer, donc j'en ai dit 5, mais en fait il n'y en a que 4, c'est contrôler ce que vous mettez dans votre cerveau, dans votre esprit et tout ce que vous écoutez. Par exemple, certains types de musique vont avoir un impact positif sur la HRV. Donc ça c'est propre à chacun, mais il y a des musiques qui vont vous calmer, faire baisser votre rythme cardiaque et ça va augmenter votre HRV. HRV, ça va augmenter votre bien-être et votre récupération. Donc la musique a un impact et forcément, si la musique peut être positive, elle peut également être négative en fonction des styles que vous écoutez. Donc soyez prudents sur ces choix-là. Après, la consommation de réseaux sociaux, passer trop de temps dessus, être addict, forcément c'est négatif, ça baisse votre HRV, ça baisse votre motivation. Voilà, ça a un gros impact sur vos neurotransmetteurs, sur vos circuits de la récompense, etc. Donc ça c'est plutôt valable pour les nouvelles générations. Je sais que les plus anciens sont moins touchés par ça. Mais bon, on a tous des addictions, je pense. Enfin, on a tous, pas forcément, mais beaucoup de personnes, l'humain arrive à devenir addict assez facilement, donc forcément avec des algorithmes aussi puissants, c'est dur de s'en séparer, mais vous devez vous efforcer à limiter votre consommation de réseaux sociaux. Ça peut également être les médias aussi, passer beaucoup de temps devant la télé, avoir des informations en continu, en boucle, c'est très stressant, ça rajoute beaucoup de stress et ça va venir baisser le HRV. Donc voilà, ce qui se passe dans votre tête, c'est également important, tout ce qui rentre, les informations que vous consommez. Donc je vous invite également à consommer des infos de qualité, à lire des bons livres, à regarder des bonnes vidéos, à écouter des bons podcasts si possible. J'espère en faire partie. Faites-le moi savoir si c'est le cas. Donc voilà pour ces 4 éléments. Donc le sommeil de qualité, la nutrition de qualité, mettre des interruptions dans vos journées où vous allez apporter du mouvement et contrôler ce que vous faites passer dans votre cerveau, dans votre esprit pour limiter le brouillard, le bruit interne. Donc maintenant, on va s'intéresser à la journée idéale de récupération. Dans vos semaines, vous avez au minimum une journée de récupération. Donc on va voir ce que vous pouvez faire dedans pour réussir cette journée. Et même les conseils que je vous donne ici sont valables pour toutes les périodes en dehors de vos séances. Donc une bonne récupération, une bonne journée de récupération commence la journée précédente. Donc
Si vous avez fait une grosse séance, on va dire que vous avez fait votre longue sortie du dimanche et lundi c'est votre journée de récupération, vous devez en priorité restaurer les stocks énergétiques qui ont été utilisés pendant cette sortie. Donc vous devez refaire vos stocks de glycogène avec un apport de glucides de qualité, restaurer donc les liquides parce que vous avez perdu de l'eau à l'effort, donc se réhydrater avec de l'eau, pourquoi pas des sels minéraux, etc. Donc ça, l'idée c'est de le faire le plus rapidement après la séance. Dès que vous avez fini une séance, vous prenez une collation riche en glucides, riche en protéines également, et vous buvez les boissons, pourquoi pas du thé, peu importe. L'idée c'est de venir restaurer tous les stocks qui ont baissé pendant l'effort. On arrive avant le repas du soir. Donc vous avez fait l'entraînement, la collation après entraînement. Avant le dîner du soir, quelque chose qui est très intéressant, c'est de prendre une douche chaude, pas de douche froide malheureusement. Si je pense heureusement, c'est limite une bénédiction de devoir prendre une douche chaude. On pense que le froid a des bénéfices, au contraire après une séance c'est négatif, ça va bloquer tous les systèmes d'adaptation du corps. Donc je vous recommande de prendre une douche chaude. Au contraire, c'est vasodilatateur, ça va permettre d'améliorer la circulation sanguine vers les muscles qui ont été sollicités, donc ça va faciliter la récupération. Et ça va également permettre d'activer le système nerveux parasympathique plus facilement. Bon, sur les douches, sur la température de la douche, on en entend de tous les côtés. Il y en a certains qui vont faire la promotion de la douche froide. Moi, je pense honnêtement qu'il vaut mieux partir sur une douche chaude, surtout le soir. Après le soir, forcément, après un gros entraînement, un repas de qualité sera de rigueur. Donc, un repas qui serait excellent, que j'aime bien personnellement, c'est de prendre un bon filet de saumon bien gras qui apportera tous les nutriments évoqués. Pourquoi pas prendre une salade justement pour avoir des vitamines, des légumes, une petite portion de légumes, de l'avocat pour avoir les bonnes graisses, un petit filet d'huile d'olive et voilà, manger également des féculents. Par exemple le quinoa, c'est très très sain. Moi je sais que j'aime bien le riz, après ça dépend de vos préférences, de vos capacités à digérer les aliments. Donc du riz, du quinoa, c'est très très bien pour ça, pour vous donner des recommandations classiques. Donc là c'est un repas de base mais vous pouvez l'adapter pour vous et il y a plein de possibilités. Ensuite l'idée, si vous voulez écouter la musique, écoutez de la musique calme, de la musique qui vous relaxe, qui fait baisser votre rythme cardiaque. C'est pas le moment d'aller voir un concert de techno avant de dormir, tout simplement, donc ça va faciliter le processus de digestion. Le soir, l'idée, ça va être de diminuer la luminosité de votre maison. Si possible, éviter les grosses lumières très blanches qui vont vous éclairer les yeux. Au contraire, si vous avez, je sais pas, une cheminée, privilégiez la lumière de la cheminée ou des lumières tamisantes, etc. pour aider votre corps à transitionner vers le sommeil. Je vous garantis que si il n'y avait pas de lumière, si on vivait au rythme du soleil, eh bien, on s'endormirait dès 18h, par exemple pendant l'hiver, parce que dès qu'il fait nuit, le corps humain est câblé pour s'endormir, tout simplement. Et c'est la lumière qui nous maintient éveillés. Donc, il faut limiter la lumière au plus possible jusqu'à l'éteindre complètement et être dans une pièce noire. Donc, votre pièce de sommeil, c'est de contrôler la température. Faites en sorte qu'elle soit pas très chaude. 19 degrés, c'est l'idéal. Ok, vous pouvez également, pour le lendemain, mettre une alarme. L'idéal, c'est de se réveiller naturellement. Donc ça, on en vient au lendemain. L'idéal est de se réveiller naturellement. Donc ça demande de se coucher tôt, ça demande d'avoir un réveil bien calé. Et le réveil doit être là simplement pour en cas de sécurité. Mais si votre corps est reposé, il doit se réveiller naturellement et vous devez vous sentir bien dès le réveil. C'est ce qui valide vraiment une bonne récupération. Donc le sommeil, s'il est bien calibré, vous vous réveillez comme une fleur dès le matin. Quelque chose qui est intéressant, que j'ai utilisé un certain temps, que j'utilise toujours, c'est les simulateurs d'aube. Donc c'est-à-dire que vous, au lieu d'avoir un réveil sonore qui est stressant, c'est une lumière qui va s'intensifier petit à petit jusqu'à vous réveiller complètement. Donc ça simule un réveil naturel au soleil. Donc je trouve ça très intéressant. Donc le lendemain, vous devez vous réveiller heureux, en pleine santé, vous devez vous sentir rafraîchi et vous êtes prêt à passer votre journée de récupération complète. Donc dans cette journée, essayez d'avoir des exercices de récupération, une petite marche, pourquoi pas une petite sortie de vélo, 30-45 minutes à basse intensité en zone 1, vraiment en effleurant les pédales pour faire circuler le sang. Les entraînements à basse intensité permettent également de réguler le système nerveux autonome, donc ils auront un effet positif sur la récupération également. Donc tous ces éléments sont à prendre en compte. Donc voilà pour la journée de récupération type qui est au final très important. Enfin, au final, la partie la plus importante, c'est la partie qui suit la séance et le soir avant la journée de récupération. Donc,
La vidéo, le podcast arrive à sa fin. J'ai un dernier schéma à vous présenter. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est ici, on ne cherche pas des méthodes, des hacks, des petites astuces pour récupérer. Ce qui compte, c'est vraiment maîtriser la gestion du stress et maîtriser la balance entre nos différents systèmes nerveux. Et ça passe par des habitudes qui sont propres à vous. Je vous ai donné de bons exemples, mais je suis sûr que vous pourrez être imaginatif et trouver ce qui fait le plus sens pour vous dans votre quotidien. Également, une grosse partie de la récupération passe par bien gérer son entraînement, bien le calibrer, parce que si on s'entraîne trop et en excès, forcément, vous aurez trop de stress, trop de cortisol et ça va ruiner votre récupération. Donc trop vous entraîner, ça va même limiter votre qualité de sommeil parce que votre corps ne pourra pas rebasculer sur le système repos-digestion. Donc ça aussi, ça prend en compte. La récupération commence aussi dans l'entraînement, avoir l'entraînement approprié. Pour ça, je vous renvoie sur le départ. Si vous ne l'avez pas encore, rejoignez-le. C'est mon cours gratuit où je vous propose des tests de performance pour ensuite recalibrer vos zones, avoir un entraînement approprié et je vous explique comment utiliser le logiciel Interval ICU pour paramétrer vos séances et planifier et suivre votre charge d'entraînement, gérer votre charge d'entraînement comme un pro pour limiter le stress négatif qui en suit. Donc je vous laisse passer par ce lien. Dernier élément que je souhaitais vous montrer, c'est le cadran de la récupération, c'est le cadran coût-bénéfice. Donc je vous l'afficherai sur YouTube. Donc si vous écoutez que la version audio, je vous explique rapidement. Donc c'est un cadran avec un axe horizontal et un axe vertical, donc ça forme une croix. L'axe horizontal, ça correspond à l'axe du bénéfice, donc au plus on va vers la droite, au plus la méthode prescrite est bénéfice, apporte des bénéfices, et quand on se situe vers la gauche, au contraire, c'est nuisible. Et l'axe vertical, ça correspond au prix. Donc on va voir, plus on monte, plus c'est cher, plus on baisse, plus moins c'est cher, voire gratuit. Et l'idée, c'est de trouver les méthodes qui ont le meilleur rapport coût-bénéfice, donc les méthodes les moins coûteuses et les plus bénéfiques. Donc si on va à la toute gauche du spectre, donc si vous voyez l'image, on a tous les éléments qui vont réduire votre récupération. Donc sans libérer, c'est l'idéal. Donc la pollution, l'alcool, là pareil, ça va vraiment réduire votre récupération. Une mauvaise nutrition, donc l'affichage en anglais, donc je vous traduis directement. Pollution, alcool, une mauvaise nutrition, se laisser submerger par le stress, donc des exercices de récupération, c'est excellent pour lutter contre le stress, les petites marches, avoir un sommeil de basse qualité, un mauvais matelas, être anxieux au quotidien, l'anxiété, ça se gère aussi avec la respiration, les marches, et un temps excessif un temps d'écran excessif. Donc tout ça, c'est les éléments à limiter le plus possible. Donc aussi, on améliore sa récupération en limitant les mauvaises habitudes. Après, au milieu, on a les méthodes qui ont peu d'impact, qui sont voire même négatives. Donc on a la cryothérapie, ça c'est assez drôle, on nous vend beaucoup la cryothérapie. Donc la cryothérapie, ça fait partie des méthodes les plus chères, mais qui au final apportent peu de bénéfices. Donc les bas de contention également, ça apporte peu de bénéfices. Les pistolets de massage, là aussi, la barrière entre le nuisible et le positif est vraiment très mince. Donc voilà, au niveau de cette zone médiale. Et après, on va sur la droite du cadran. Donc là, c'est tout ce qui devient plus positif. Ici, qu'est-ce qu'on a ? On a les massages qui sont très bien. L'hydrothérapie, je ne sais pas exactement ce que c'est. Prendre de la supplémentation alimentaire, donc pour compléter certaines vitamines. Donc là, ça a un coût, mais c'est aussi positif. Complémenter votre alimentation si vous avez des carences. Socialiser, écouter de la musique de qualité, passer du temps en nature. Ça aussi, c'est gratuit. Et ça vaut vraiment le coup. Et là, on va arriver dans les... Chaque habitude a un code couleur. Il y a les habitudes rouges qui sont néfastes, les habitudes oranges qui sont entre les deux, les habitudes jaunes qui sont positives et les habitudes vertes qui sont excellentes. Donc, investir dans un excellent matelas, on voit que c'est... et investir dans tout ce qui a trait au sommeil, c'est un excellent investissement. Limiter son stress de vie, c'est aussi excellent. Donc ça aussi, ça peut être coûteux. Avoir une nutrition de qualité. Ici, well planned load, je ne sais pas exactement ce que ça signifie. Excusez-moi, je commence à être fatigué. Donc, bien planifier sa charge d'entraînement. Donc, la load, c'est la charge d'entraînement. Donc, bien planifier sa charge d'entraînement. Donc, maîtriser son entraînement. C'est également l'un des piliers de la récupération. C'est extrêmement positif. Donc, la récupération, comme je l'ai dit précédemment, passe par une bonne gestion de l'entraînement. Une nutrition de qualité.
une amélioration voilà, du système aérobie. Donc ça passe par de l'entraînement à basse intensité, du mouvement, de la respiration, de l'exposition à la lumière du soleil, excellent pour réguler son système circadien, s'hydrater, bien dormir, tout ça c'est gratuit. Et prendre des journées de récupération, c'est également gratuit et ça apporte des bénéfices. Il ne faut pas croire qu'en s'entraînant tous les jours, on va progresser constamment. Et non, il faut entrecouper avec des journées de récupération. Je trouve ce petit schéma excellent. Si vous pouvez basculer sur YouTube pour le voir, je trouve ça très bien. Je trouve ça très bien. Pourquoi pas vous le traduire en français pour ceux qui préfèrent et vous le mettre dans la description. À voir. Donc voilà, ce guide touche à sa fin. J'espère vraiment qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté des bons éléments de réponse et qu'il vous aidera à améliorer votre récupération. Vraiment, faites-le moi savoir. Si vous êtes sur Spotify, laissez des notes ou basculez sur YouTube, mettez-moi des commentaires, mettez des pouces bleus, partagez ce guide pour qu'il atteigne le plus de monde possible, que ce soit des cyclistes ou tout type de sportifs. Honnêtement, je pense que ça vaut le coup, voire même tout type de personnes, parce qu'en réalité, la récupération, elle est importante pour tout individu. Sportif comme non sportif, mais même voilà, je peux que prôner le sport parce que le sport est essentiel pour une bonne récupération aussi. Donc faites-moi exploser cette vidéo, faites-moi savoir si le concept vous a plu. Je vous invite à cliquer sur les liens dans la description, à vous abonner à la newsletter, vous ne le regretterez pas, c'est 100% gratuit, à rejoindre le départ également. Écoutez, c'était Antonin Albouy pour la science du cyclisme et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo ou un nouveau podcast. À bientôt.